En marge de la prestation de serment du président de la République démocratique du Congo, le président burundais Evariste Ndayishimiye a participé à une rencontre avec la jeunesse de ce pays dimanche. Dans son discours à la jeunesse congolaise, le président burundais Ndayishimiye a clairement appelé à la jeunesse du Rwanda à se soulever contre son président en indiquant que c'est ce dernier qui constitue le problème pour la région. Cet appel intervient quelques temps après que son homologue de la RDC, le président Félix Tshisekedi, a lancé un appel similaire en y ajoutant des insultes contre son homologue rwandais. Afin de comprendre ces deux sorties très médiatiques de deux dirigeants régionaux et leur motivation, la télévision rwandaise a tenu le micro à Maître Gatete Ruhumuriza Nyiringabo, analyste politique, avocat d'entreprise, consultant en gouvernance chez Gatete Views Law et PDG chez Future Logistics. Il est au micro de mon collègue Patrick Nilidandi. Alors, en fait, cela peut être interprété par une crise économique dramatique, vraiment, que le Burundi est en train de traverser en ce moment. Alors, on vit dans une région où les jeunes, où les peuples utilisent le Rwanda comme exemple pour montrer à leurs dirigeants qu'ils sont incapables. Cela pose une question politique de stabilité très importante, c'est-à-dire si les jeunes vont dire à leur chef d'État, mais pourquoi nous, l'électricité n'est pas garantie, l'eau n'est pas garantie, la santé n'est pas garantie. Maintenant, par exemple, en ce qui concerne le Burundi, ils n'ont pas de carburant dans les stations-service, etc. Donc, ils ont des problèmes de gouvernance, pour des raisons et d'autres, qui ne nous intéressent pas. Mais maintenant, ils utilisent le Rwanda parce qu'en fait, la seule façon de taire les critiques envers les chefs d'État incapables de la région, c'est que ces chefs d'État disent « nous ne sommes pas incapables, ce n'est pas nous, la faute n'est pas nous, c'est les autres. Les autres nous rendent la vie difficile. » Bon, évidemment, le Burundi ne va pas dire qu'on va voler des ressources naturelles chez eux. Alors, ils vont dire que le Rwanda appuie le Red Tabara. Mais Red Tabara, si vous avez une notion de base de géographie, vous vous rendrez compte qu'ils sont à 1000 km dans les collines entre le Rwanda et cet endroit-là. Il y a peut-être 50 groupes de peuples et c'est beaucoup plus proche de la frontière du Burundi que celle du Rwanda. Donc, il est très difficile qu'on puisse aller jusque-là. Pour que le Rwandais appuie le Red Tabara, il va falloir que le Rwandais traverse toute la RDC, tout le sud de la RDC, ou bien traverse le Burundi. Est-ce qu'ils ont attrapé un seul Rwandais en train d'attraper? Il n'y a même pas de route, ceci dit. Alors, mais, évidemment, il ne va pas apporter des preuves, il va le dire pour amuser la galerie. Mais quand il dit qu'il va aider aussi les jeunes dont il parle, c'est qui? Je ne sais pas si vous vous rappelez des jeunes qui ont posé des questions, qui ont fait des affirmations, etc. Ce sont les membres de FDLR, de Nyatura, des groupuscules terroristes qui terrorisent les gens, qui violent les gens en RDC. Il y en a même certaines personnes ont reconnu comme étant d'origine du Rwanda dans ces ans d'intervention. Oui. Mais quand il dit qu'il va aider les jeunes, de quels jeunes qu'il parle? Les jeunes rwandais sont soit à l'internat, soit à l'université, soit en Chine, soit au Japon, soit aux États-Unis. Là, on va aller les visiter d'ailleurs la semaine prochaine dans Rwanda Day. Les jeunes rwandais sont occupés à faire autre chose. Ils sont à Northskin en train de faire de coder, de faire de la technologie, Internet of Things, Artificial Intelligence, etc. Ils n'ont pas le temps d'écouter Ndayishimiye, of all people. Ndayishimiye, c'est le gars qui va prier pour des patates. Il photographie avec des patates comme ça en train de prier. Des jeunes Rwandais, ils l'ont laissé il y a très longtemps. Ils ont dépassé ce genre de populisme de bassesse il y a très très longtemps. Bon, maintenant... Peut-être pour recadrer, il y a une question qui a été posée et certaines personnes auraient reconnu un monsieur dont la famille a joué un rôle dans le génocide ici, qui a posé des questions. Il n'a pas posé de questions. La personne a fait des affirmations. Elle a dit, ouais, donc Kagame a tué 2 présidents, un Burundais et un Rwandais, a provoqué le génocide des Tutsis, ce qui est cynique, mais c'est une question... C'est connu de tous. Enfin, il y a même des Américains, des Canadiens qui écrivent des livres là-dessus, qui disent qu'il n'y a pas eu génocide, etc. Alors que ceci est reconnu. Mais on n'est pas dans la raison, évidemment. Maintenant, le président burundais est dans une crise dramatique dans son pays, qu'il a causé lui-même, lui et son parti et leur façon de gouverner. Ils ont un problème de devises parce qu'ils sont sous embargo, il n'y a personne qui va en vacances. À part les Rwandais dont il dit qu'on va au lac Tanganyika, c'est vrai, mais on va au lac Tanganyika par charité.
On nous a demandé ici, quand on était en train de normaliser les relations, d'aller dépenser un peu d'argent au Burundi. On a le lac Kivu. On aurait pu aller au lac Kivu. On va au Burundi dépenser un peu d'argent pour les aider parce qu'on veut... ça ne nous intéresse pas une crise économique au Burundi. Il le sait, okay? Il le sait, mais il est en train de se dédouaner de cet art personnel. Mais maintenant, il le fait de manière aussi, comment je vais dire... cynique? Non, grotesque, parce que il met le drapeau de l'Union africaine derrière lui, et il se proclame, enfin, il a été en tout cas nommé représentant de la paix en Afrique. Alors, quelqu'un qui est représentant de la paix met un drapeau de l'Union africaine, dont le Rwanda est membre, et tient des propos qui visent le contraire de la paix. La guerre, un coup d'État au Rwanda. Il dit qu'il va aider les jeunes. Mais de quels jeunes il parle? Il parle des jeunes Ouazalendo. Il parle des jeunes, des jeunes Rwandais qui sont recrutés par leurs parents qui ont commis le génocide. C'est des jeunes qui sont là. Le Rwanda n'a pas de... Et réfugié qui veut. Vous savez, au Rwanda, on n'a pas besoin d'être réfugié. Si on veut rentrer au Rwanda, on rentre, les portes sont ouvertes. Les seuls qui ne peuvent pas rentrer sont ceux qui profitent justement du chaos en RDC. Bon, maintenant, ce que Ndayishimiye a dit, Tshisekedi l'a dit aussi. Évidemment, les jeunes de la salle l'ont applaudi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi arrive au pouvoir la première fois. La seconde fois aussi, vous avez vu dans les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir, il n'a pas été élu. S'il y a eu un hold-up public. Mais la première fois, il a été tout simplement nommé. Ce que les Français vont appeler un arrangement à l'africaine. En fait, la RDC est championne de nous donner une mauvaise image de l'Afrique. Mais maintenant, il arrive au pouvoir, il se rend compte que la personne qui avait gagné, qui s'appelait Martin Fayoulou, avait fait toute sa campagne sur le dos de attiser un climat anti-rwandais, anti-Tutsi, anti-rwandais. C'est lors de la première élection où on a seulement volé les élections à Fayoulou et donné à M. Tshisekedi. Maintenant, cette fois-ci, il a fait aussi sa campagne. Vous savez, quand on fait une campagne électorale, on amène un manifestant, on montre des programmes, je veux construire ci, je veux construire ça. Évidemment, il ne pouvait pas faire ça parce que la première fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a promis toute une palette de projets à réaliser. Il n'en a jamais réalisé un seul. Maintenant, quand il dit qu'il va faire la gratuité de l'enseignement, mais il faut des écoles. Gratuité de la santé, mais il faut si le premier centre de santé est à 100 km à pied, parce qu'il n'y a pas de route, comment vous pouvez dire que vous allez faire, etc. Donc, c'est une sorte d'insolite permanent dans lequel ils vivent. C'est un cas d'école politique. Maintenant, quand Ndayishimiye fait ça, donc Ndayishimiye s'aperçoit qu'il n'a pas de devises, il en a besoin pour se procurer de l'essence, du carburant. Alors, il dit à Tshisekedi, moi, je vais te donner des militaires qui vont faire office de mercenaire en RDC, moyennant que tu me donnes un peu d'argent pour que je réanime mon économie. C'est là, on a vu ça, on n'a eu aucun problème, parce que c'est un problème congolais. Maintenant, il envoie des militaires, alors qu'il est président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, facilitateur des négociations entre la RDC et leurs groupes armés, notamment le M23, il envoie des militaires aller combattre le M23. Les 10 militaires vont aller se faire battre sur les champs de bataille, et beaucoup de militaires burundais vont être faits otages, prisonniers de guerre. Alors pour se dédouaner, les généraux burundais vont dire à Ndayishimiye, ou en tout cas Ndayishimiye aussi va dire à son peuple, que non, on ne s'est pas fait battre par le M23, c'est en fait le Rwanda qui s'est battu contre nous. Mais cela n'est pas vrai. D'abord, pourquoi vous êtes allé vous battre avec plus fort que vous, mais ensuite, comme vous êtes facilitateur de la paix, pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre rôle? En fait, le problème, c'est qu'il usurpe les rôles qu'on lui donne en Afrique. Premier rôle, en Afrique de l'Est, il était facilitateur de la paix en RDC. Il est devenu belligérant dans le conflit. Donc un facilitateur qui devient belligérant, vous voyez que ça ne va pas. Deuxièmement, il est nommé à l'Union africaine comme mandataire de la paix. Il vient, il met le drapeau de l'Union africaine derrière lui et il commence à parler de la guerre et des coups d'État, déstabiliser les États membres. En fait, c'est un manque de tact de base, mais de base, vous voyez. Un maire d'un village au Rwanda ne ferait pas une chose pareille. Donc on est dans un délire complètement... Et puis ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est qu'ils disent, ils ne font rien. Tshisekedi a dit qu'au moins de l'escarmouche, vous vous souvenez? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit?
Donc, en fait, il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui parlent, il y a d'autres qui agissent. Eux, ils parlent. Et on en a l'habitude, ce n'est pas la première fois. Le prédécesseur de Ndayishimiye, qui s'appelait Nkurunziza, a dit qu'ils vont nous attaquer aussi, etc. On est encore là. On va bientôt, dans 2-3 mois, fêter nos 30 ans de paix tranquillement et de développement. Mais donc, le problème qui est dans cette région, qui va rester, c'est un problème qui va demeurer, c'est le fait que le système de gouvernance du Rwanda, un petit pays à côté du Grand Congo, soi-disant riche, puisse être capable de se stabiliser et de se développer au fur et à mesure, alors que le peuple des pays avoisinants voit une sorte de régression dans leur pays. Alors ils demandent à leurs dirigeants, mais vous êtes des incapables. Pourquoi vous ne faites pas la même chose que les Rwandais? Ils disent non, les Rwandais, en fait, ils ne se développent pas, c'est faux. Ou bien les Rwandais, ils nous volent nos ressources, c'est comme ça qu'ils se développent. Mais chaque année, il y a des rapports qui sortent de grands exploitants de minerais au Congo. Il n'y a jamais le Rwanda, il n'y a jamais des Rwandais, des boîtes rwandaises ou des Rwandais qui sont là. À Rutshuru et à Masisi, là où le M23 se trouve, je m'y suis rendu. Il n'y a pas de mines, il y a des vaches et des arbres et des forêts. Mais, alors, les dirigeants de la région ont un problème de stabilité politique, parce qu'ils vivent à côté d'un pays assez dynamique et qui fait des choses qui sont assez visibles. Visite Rwanda, c'est une campagne qui réussit à peu près, organiser des fêtes internationales ici, cela déstabilise politiquement les voisins. Ah, donc la meilleure façon de se maintenir au pouvoir, c'est de créer une sorte d'animosité dans leur peuple contre le Rwanda. Comme ça, le peuple est distrait des vrais problèmes, dans le sens, ils ne se plaignent plus du fait qu'ils n'ont pas d'électricité et d'eau potable, ils ne se plaignent plus qu'ils n'ont pas d'essence, ils ne se plaignent plus qu'ils n'ont pas de sécurité, ils commencent à accuser le Rwanda, ça devient une sorte de culte national, de la bêtise en fait.